Et c'est parti pour la deuxième partie de Varaville. Deuxième petit tour à Varaville. La suite du circuit. Et on arrive sur le stade de Varaville. Alors attends, voir. C'est quoi du coup le circuit? Tac, on va par là, après on remonte. Et après là tu vois on est censé... Là il y a le 11 là. Bah, on va le voir du coup, ouais. Et je pense que c'est du coup... Ça doit Voilà. être... ouais, on doit longer je pense, a priori. On va longer Le Ou stade. alors c'est un peu plus derrière. Bah non, c'est ça, hein. Si le 11 est là. Je sais pas trop, ouais. Hop. Attends, je vais te lire Le champ de course et l'aérodrome. En 1870, Jean Guimet, préfet du Calvados, annonce la naissance d'une société dans le but de créer un centre d'élevage et de course hippique. C'est ainsi que l'hippodrome s'installe à Varaville, sur 42 hectares situé au sud de l'avenue Président René Coty, depuis le golf actuel jusqu'à l'avenue Général Leclerc, 600 mètres plus loin. La piste de plat, longue de 2200 mètres, trot et galop, et la piste de steeplechase, 9 obstacles, sont tracés à travers les prés et ceinturés d'une barrière équestre blanche, composée de lisse en bois sur laquelle s'appuient les spectateurs endimanchés. Fréquemment inondées l'hiver, les pistes doivent être remises en état chaque année. En fait, ici c'était l'ancien champ de course, hippodrome, avant qu'il déménage à Cabourg. Ah, c'est donc ça, ouais. C'était le premier. Bah, ça doit être marqué du coup, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. En 1928, le champ de course du Home déménage au profit du golf et s'installe au Bas-Cabourg, au terme d'une aventure hippique de 57 ans. Longtemps après, une partie des terrains de l'ancien champ de course serviront aussi aux bulbiculteurs de Varaville. C'est quoi un bulbiculteur? Des champs de bulbes? Peut-être. Pour les jacinthes, trucs comme ça? On dirait, ouais. Ouais, c'est étrange. Là, de l'autre côté du champ de course, près de la rue Saint-Charles, se trouve le village. Cet ensemble de bâtiments en forme de L, ouvert sur l'avenue Président René Coty, est le haras du dressage des chevaux de course. Un ancien jockey, Gabriel Dijol, propriétaire de la villa du même nom, y est entraîneur. Début août, lors de 2 jours de festivités, des tribunes en bois sont montées pour accueillir les spectateurs de plus en plus nombreux. Elles sont ensuite démontées jusqu'à l'année suivante. Les courses de Varaville succèdent alors à celles de Caen qui ont lieu le premier dimanche d'août. Chacun y rivalise de parure, de tenue et d'équipage. Les concours hippiques sont un lieu de rendez-vous de distraction et un concours d'élégance pour les dames. Le Gotha de Cabourg aime s'y rendre. Ainsi, à proximité du Grand Hôtel de Cabourg, Marcel Proust et ses amis louent un fiacre qui les transporte jusqu'au Home. Les créateurs du champ de course parient sur l'attrait de ces manifestations équestres. Hop. J'en étais où? Équestre. Ouais, mais je le retrouve pas. Ok, à la manière d'Odoville. C'est une période faste et au fil des années, l'attrait de ces manifestations hippiques et de loisirs se confirme. En face de l'entrée, de nouvelles écuries sont construites en dur. La Grande Guerre marque un coup d'arrêt pour les courses, mais dès la fin du conflit, le champ de course revient à la vie sous l'impulsion du général Gossard, président d'une nouvelle société. Ce dernier possède la villa Le Manoir au Home. Il est maire de Varaville de 33 à 37. La guerre développe aussi l'industrie aéronautique. Le 1er mai 1919, une liaison aérienne voit le jour entre Paris et Cabourg et un accord est conclu entre la Société du Grand Hôtel et Casino et la société aéronautique Farman. Début mai, les hangars Farman acheminés en gare de Dives-sur-Mer sont installés par les soldats du génie à l'endroit réservé sur l'hippodrome pour l'atterrissage des avions. Au mois d'août, les vacanciers peuvent ainsi, en surmontant le confort spatial des fauteuils en osier, survoler la côte et se rendre en avion à Paris en moins de 2 heures.
Ah, les fauteuils en osier dans un avion. C'est marrant. C'est super. Voilà, voilà. Je sais pas si on fait le tour là ou là. Tu peux voir sur la carte? De toute façon, il y a les chevaux, on peut aller voir les chevaux. On va tourner un peu les pieds, mais ça va sécher vite avec le soleil. On est observé. Il y a le poney club en fait ici. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est pour ça. Poney club. C'est rempli d'eau. Hein. C'est marrant, les chevaux, ils sont... Ah, ils sont bien, ils sont au soleil, ils sont en train de somnoler Ouais. tranquillement. Un beau stade quand même là. C'est cool. Il y a de la barbe, lui. Ah oui, c'est vrai. La vache, ça n'a pas dégelé ici encore. Lui, il vient voir. Mince. Il peut pas aller bien loin, mais coucou. Il est bien. Il se dit, ils vont peut-être me balancer une carotte, on sait jamais. Ouais. Il a l'air motivé, lui. Et l'autre, il est en train de pisser derrière. C'est la vie. Ah ouais. On va passer le long du terrain de tennis, a priori. Hein. Ben, moi, je pense que ouais, c'est là, en fait. Regarde. Le chien, il est en train de courir après les... Il fait le ramasseur de balles. Bah ouais, c'est cool. Est-ce qu'il va leur rendre, par contre? C'est pas dit, c'est pas sûr. Ouais, non. Il se fait une réserve de balles. Regarde. On va le dire la même. Putain, la vache. Coucou. Bonjour. Bah oui. Allez, c'est fait, voilà. Bah oui. Bah oui, t'es content là. Oui, t'es content. Il voulait venir avec nous, je crois. Le petit chien. Ah oui, chemin.
Ah ouais. Donc, vraiment, il y a des chemins transversaux. Transversalo. Il y a des marais à côté. Bah, c'est rempli d'eau en fait. C'est rempli d'eau. Ça a l'air d'être une zone avec pas mal de... Oh, ah oui, ça doit être là. Je pensais qu'on allait tourner là. Bah ouais. Du coup, c'est peut-être là. Ah oui, On va passer à droite là, non? non, c'est tout droit. Ah bon? Ouais. Enfin, moi, je vois ça comme ça, regarde. Tu Ah vois, oui. on a fait ça. Du coup, Ah oui, je c'est pense ça, qu'on ouais. est arrivé là, donc il faut continuer. Ouais. Je vois ça comme ça. C'est bien, ça nous fait profiter du soleil. Ouais, regarde, il y a avoir des fleurs. Ah ouais. Quand t'as des desserts, je pensais à l'animal. T'as vu la maison là en bois? Ah ouais. Ah, elle est dingue. Elle doit être bien lumineuse. Il a l'air d'y avoir une espèce de rentrée, de rentrée d'eau là, juste devant. Là. Il y a un ruisseau, ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est de l'octagonal par contre. C'est vrai qu'elle est marrante. Ça, en luminosité, c'est pas mal. Je pense. Ah, eux, t'as vu, ils ont construit la maison dans le bon sens là. Ceux-là, là. Ouais. Pour avoir la luminosité, bah Ah ouais, mais maintenant. bon, du coup, il n'y a pas grand chose en fenêtre. Faut voir. C'est de l'autre côté peut-être. Ah ouais, ça, derrière, il n'y a rien. Bah ouais. C'est bizarre. Ils n'avaient plus le budget fenêtre. C'est un peu dommage quand même. Ah, faut voir après de l'autre côté comment elle est. Parce que regarde, elle a une plus grande surface que ce qu'on pense. Donc peut-être ils ont tout misé sur la. En fait, elle a vu quand même l'avant. derrière, donc c'est assez cool. C'est un peu dommage. Il y a un petit parc avec un terrain
bah tiens, le marais. Ah bon, c'est dessus? Remontant jusqu'à Troarn, la mer a peu à peu laissé place à l'eau douce. En 1022, Roger de Montgomery fonde l'abbaye Saint-Martin de Troarn. Je sais pas si je le dis correctement. Troarn. Et y installe des bénédictins en 1048. Les moines ingénieurs vont aménager les marais non pas pour les sécher mais pour en contrôler l'eau. Au XVIIe siècle, des canaux de dessèchement sont creusés et l'estuaire se couvre alors de prairies verdoyantes et des grandes fermes d'élevage voient le jour. Donc en fait, on est vraiment dans des marais. Ce sont de vrais marais. Attends, je suis en train de voir si. Je me demande si le micro fonctionne. Oui. Parce que je vois pas le. Là, la petite barre de micro, t'as vu, elle dit rien. Je sais pas. Ça serait bizarre. C'est beau ici. C'est quand même encore détrempé, hein, du fait de... Attends, je vais faire une petite pause. Alors, du coup, le Marais. La basse vallée de la Dive abrite aujourd'hui 10 000 hectares de marais. Aux époques gauloises et romaines, la mer remonte jusqu'à Troarn. Des paysans peuplent ces rives, à Varaville ou à Dives-sur-Mer, ils produisent du sel sur des fourneaux. Dives-sur-Mer. Ah non, je suis en train de lire. Bah oui, mais lis. Ah non, mais il faut que tu vois le texte. Mais les gens ne lisent pas, là. Si, ils sont en train de lire, regarde. Je suis pas sûre. Regarde, je vais faire un zoom dessus. Les habitants à vivre au rythme de l'eau, des crues du fleuve et des marais. En 1022, Roger de Montgomery, un haut seigneur normand, fonde l'abbaye Saint-Martin de Troarn sur ses propres terres. En 1048, avec l'accord de Guillaume, il y installe des bénédictins, l'abbaye est en surplomb du Marais. Sa dédicace a lieu en 1959. À partir de cette époque, les moines de Troarn exploitent de vastes étangs, des moulins, des pêcheries, des roselières, des prairies à travers tout le Marais, ainsi que des saignes dans l'estuaire. 1059, pas 1959. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Le port et le marché de Dives-sur-Mer, les foires de Troarn se développent. Les moines ingénieurs déploient ici un extraordinaire savoir-faire. Ils tracent des chemins, jettent des ponts, aménagent en canaux navigables des bras d'eau naturels, élèvent des digues. Leur but n'est pas d'assécher le marais, mais d'en contrôler l'eau. L'année au Marais se décompose en 2 saisons de 6 mois, séparées par les équinoxes de printemps et d'automne. De mars à septembre, on lève les vannes et l'eau s'écoule vers la mer. Le Marais devient vert et on y mène paître le bétail. De septembre à mars, les vannes sont baissées et l'eau revenue fertilise les prés, alimente étangs, pêcheries et moulins. Les moines font alors grande provision d'anguilles pour les consommer toute l'année. Ah ouais, c'est dingue. Ils élèvent aussi des cygnes. Cet équilibre s'est renversé à la fin du Moyen-Âge. Le recul de la mer, la sédimentation et les activités humaines entraînant le comblement graduel de l'estuaire et de la vallée. Au XVIIe siècle disparaît l'un des 2 anciens bras de la Dive, en amont de Troarn, tandis que la Divette se réduit à un modeste cours d'eau. On s'efforce alors de coucher le Marais en herbe pour l'élevage bovin. Sous ordre du roi, des canaux de dessèchement sont creusés sur le modèle hollandais. Puis les premières portes à flot sont mises en place au Bas-Cabourg. Peu à peu, l'estuaire lagunaire se couvre de prairies verdoyantes et les grandes fermes d'élevage d'Osseville et du Haume voient le jour.
Là où se rassemblaient les dracars de Guillaume, le conquérant paisse désormais moutons, vaches et bœufs sur d'immenses herbages quadrillés de fossés en eau et de haies. Parfois, en période de crue, le marais se couvre d'eau et blanchit, retrouvant son aspect d'autrefois. Au bord du chemin de l'Anguille se trouve la tombe de Monsieur Audry, ingénieur en chef des travaux maritimes du Havre, ancienne élève de l'école des ponts et des chaussées, qui le premier réunit à drainer le marais au moyen d'un réseau de canaux. En 1803, il y est inhumé à sa demande. Le marais est aujourd'hui sillonné par un dédale de chemin long de 35 km. Aulnes, saules, peupliers, aubépines, ormes, pruneliers bordent ces fossés, protègent du vent, régulent les eaux et fixent les berges. L'eau des fossés permet l'irrigation des champs et l'abreuvage du bétail. Elle est gérée grâce à un vannage, système de régulation passant par la divette puis la dive. Peupliers noirs et saules blancs hantent le paysage. Ce sont les trognes, arbres têtards appelés aussi têtus. Les cavités de leurs troncs sont des réservoirs de biodiversité. Ils ont fourni autrefois bois de chauffage ou osier pour la vannerie. La faune et la flore du marais sont exceptionnelles. On y recense 167 espèces d'oiseaux, sédentaires ou migrateurs, dont la cigogne. La cigogne, tu vois. Ah ouais. On en a vu des cigognes il n'y a pas longtemps. 47 de mammifères, dont le ragondin. 557 d'invertébrés, dont l'ingrillon de mercure. 5 de reptiles, dont la couleuvre à collier. 45 de poissons, dont l'anguille. 14 d'amphibiens, dont la grenouille verte. Et enfin, 840 espèces végétales, dont la nivéole d'été. Dans ce milieu remarquable et protégé se côtoient aujourd'hui agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, randonneurs et naturalistes. Ils sont à fond. Le chien, il est à fond aussi. Et tu devrais faire un panorama, franchement, du truc là. C'est magnifique. Avec le soleil comme ça. Avec les couleurs derrière. C'est super beau ça. Et puis il existe encore du coup la tombe du monsieur là. Est-ce qu'il y a encore la rue de l'Anguille ou l'avenue de l'Anguille là? Ah, je sais pas. Il y a un petit parc là avec Et eux, ils ont ouvert carrément derrière leur. Ouais. C'est vrai que c'est sympa. Bah ouais. C'est pareil, c'est ce qu'on fait mes parents avant. Ils avaient tout. C'était des tuyères tout le long du ruisseau. Du coup, ils ont tout enlevé. Et maintenant, on le voit directement. Et il est haut le niveau ici.
Ta droite. Ouais. C'est beau, hein. T'as vu, il y a plein d'oiseaux. Bah là, du coup, on comprend mieux le côté marécage. Marais. Ouais. Je vais prendre une photo. Ça fait vraiment paysage je sais pas, entre la campagne, la mer, quand c'est sympa. Ah, attends. C'est une ferme là du coup. Bah écoute, Quand t'as la c'est ferme. un lieu, Ah bah tiens, la oh, ferme du Haume. Ah, Elle est là. bah c'est ça. Apparemment c'est un dédit. La ferme du Haume. D'après Jules Servette, le Haume, autrefois le Homme, est au 19e siècle un petit hameau réunissant quelques maisons et surtout une grande ferme avec chapelle. Établi sur une sorte d'île séparée de la plage par des dunes broussailleuses, ce hameau dépend du bourg, paroisse de Varaville, fondée au Moyen-Âge au débouché ouest de la chaussée romaine qui permet de franchir les marais de la Dive. La grande ferme du Haume a probablement succédé à un ancien manoir seigneurial. On trouve en effet mention en 1489 de l'achat d'une terre au Haume et au lieu dit sur Suhomme par Robert Hugues Anzeret de la Hogue, écuyer et lieutenant général du vicomte de Caen à Raoul de Saffray, propriétaire d'une grande partie de la seigneurie de Varaville. Le nouveau propriétaire fait ériger là un manoir et devient ainsi le premier seigneur de Suhomme. À la demande des habitants qui ne peuvent se rendre l'hiver à l'église du bourg en raison de l'impraticabilité des chemins inondés, il fait édifier
une petite chapelle sous le patronage de Saint Christophe qui sera détruite en 1789. Face au prédit de la chapelle, on retrouve les vestiges de son implantation enchâssés dans l'angle du pignon sud du bâtiment du XVIe siècle. La ferme actuelle conserve dans une niche une réplique du saint. La ferme actuelle s'organise autour d'une vaste cour carrée de 80 mètres de côté. L'habitation principale est coiffée d'un clocheton qui a servi autrefois à sonner l'angélus pour les ouvriers agricoles, au travail dans les herbages. Il vient d'être restauré à l'identique le 17 septembre 2018. La cloche de 1880 baptisée Amandine Augustine, du nom de la propriétaire Madame Commun, veuve Philippe Dugray, s'y trouve encore. La partie conservée la plus ancienne de la ferme remontant au XVIe siècle, correspondant à l'angle du fond de la cour ainsi qu'à la petite maison d'habitation du fermier. On accède à la cour depuis la route par deux belles portes cintrées en pierre de taille, construites à la même époque que la maison d'habitation dont la façade est datée de 1738. À cette époque, la ferme appartient encore aux descendants directs de Robert de la Hogue, Catherine Moisan de Brieux et André de Costard de Bursard. En 1736, lors de la vente à Gabriel Leroy d'Otmar, leur domaine comprend la terre et la ferme du Haume et de Suhaume, avec les dunes et les dunettes qui s'étendent jusqu'à la mer. Ils sont les derniers héritiers de la seigneurie de Suhaume. En 1808, lors de la vente du domaine par les demoiselles Leroy d'Otmar, la propriété s'étend sur environ 188 hectares, dont 153 de dunes. En 1864, elle est revendue sur 220 hectares par le marquis Marc de Saint-Pierre à Jacques Maléné. J'ai l'impression de parler comme... Tu veux que je prenne la suite? Tu sais, j'ai l'impression de parler comme... comment il s'appelle celui qui fait des trucs sur l'histoire, là. Ça dépend, Stéphane Bern ou Laurent Deutsch? Laurent Deutsch. De part et d'autre de l'entrée, un chasse-roue protège l'embrasure de la porte des chocs causés par les roues des charrettes, cerclées de fer. La grande étable, formant l'aile ouest, date quant à elle du XVIIe siècle, et celle située au sud de 1851. Des fouilles ont mis à jour un pressoir dans son retour. Les meurtrières percées dans ces murs sont en réalité des trous d'aération pour les animaux. On dénombre en outre 41 boulins ou trous de colombier, servant de nid aux pigeons, ce qui indique, dans la tradition normande, que la ferme a alors régné sur un domaine de 20,5 hectares de marais. On relève la présence d'os de mouton insérés dans l'épaisseur des murs du pignon sud des XVIe et XIXe siècles. Imputrescibles, ils ont autrefois servi à consolider et à sécher les pierres, et ont supporté une vigne courant sur toute la façade. Entre les bâtiments des XVIe et XVIIIe siècles, un passage comporte 6 niches dont la fonction n'est pas connue. On peut supposer qu'elles ont abrité des petites statues ou des objets en rapport avec la vie agricole. Tout près de la ferme, le long du chemin des marais, subsiste un bloc-haus intact qui a servi de relais téléphonique entre la petite garnison allemande du Haume et la batterie de Merville. Ah ouais, peut-être. On va revenir de toute façon par là. Donc on peut faire le tour, voir. C'est par là du coup qu'on va. Ah bon? Ouais. C'est joli en tout cas. T'as vu, c'est ouvert, la vente à la ferme est ouverte que le vendredi. Oui. Qu'est-ce qu'il propose du Donc, coup? ça Légumes, doit être fruits, fermé. Ah ouais, c'est fermé. viande, bière, produits cidricoles locaux, huîtres, crustacés, volailles, œufs, farine, huile et légumes secs, produits laitiers, pain, paysans, au levain. Faudrait qu'on y aille On va qu'on aille y faire un petit tour un de ces jours. à l'occasion. Regarde comment c'est joli là. C'est vrai qu'ils sont plutôt bien ici. Mais effectivement, on voit là le truc à grains là. Tu fais la farine? Ouais, non. Il disait que ça avait mis à jour, etc. Je pense que c'est... Ah oui, oui. La roue. Après, je suis pas sûre qu'on puisse rentrer dans les autres bâtiments que le... Mais du coup, ils ont gardé la porte, c'est plutôt cool. Et l'entrée se fait là-bas apparemment. Non, parce que c'est là. Ouais, peut-être, oui. Non, je crois qu'il y a un... Ouais, non, t'as raison, ça doit être plutôt là-bas, ouais. Parce que je pense que là, en fait, c'est plutôt les gîtes. Parce qu'ils ont des gîtes. Ah oui. Ici. Et oui, effectivement. Ouais. Il doit y avoir un accueil là-bas. Et écoutez, on n'a pas testé le gîte ici, mais bon, en même temps, on n'a pas vraiment besoin puisqu'on habite ici.
Mais je pense que dormir là-dedans, ça doit être plutôt cool. Hein. Regarde comment t'es au calme. T'es Ouais, c'est entouré de tranquille, ouais. nature. Tu te fais la balade le matin Puis t'es pas très autour loin de des la marais. mer, hein, tu peux y aller à pied. Aussi, ouais. Donc si t'es de l'autre côté de la grande route, c'est pas un souci. Ah, t'as vu les maisons là? Elles sont en bois ici. Bah Et là aussi, de ce côté-là vue aussi. est plutôt sympa avec le marais de l'autre côté. Là, c'est un quartier résidentiel relativement calme. Ça fait plutôt bien ici. Et puis c'est plutôt cool parce que ça a l'air habité. Donc ça c'est bien. Ça change. Là ils ont une vue, franchement là derrière la vue elle est incroyable quoi. Ouais. T'as pas un pet de maison à au moins 2-3 km à la ronde, peut-être même plus. Et du coup, il pisse. Il y a des belles maisons dans ce coin là, Ah ouais. juste avant. Les résistants déportés. Albert Marion, 1907-1988. Avec son frère Paul, il fait partie du réseau Zéro France. Ingénieur au cadastre à Caen, il renseigne les Alliés sur le mur de l'Atlantique. Le 12 avril 1944, Albert Marion est arrêté lors d'une rafle qui démantèle le réseau. Il est déporté le 4 juin à Neuengamme, puis transféré à Falkensee, commando de Sachsenhausen. C'est un détachement issu du camp de Klinker qui sert de main-d'œuvre dans les usines d'armement d'Emag pour la fabrication d'obus et de chars lourds. À l'approche de l'armée rouge, les déportés négocient la libération du camp avec le commandement allemand. Le 24 avril 1945, le camp est abandonné puis est libéré par les soviétiques 2 jours plus tard. Paul Marion, dit Léo, 1919-2004. En juin 1939, il est affecté à l'école d'aviation de Rochefort. Évacué le 10 juin, il incorpore le mouvement Jeunesse et Montagne. Démobilisé en juillet 1941, il se fait embaucher comme agent auxiliaire du cadastre et magasinier dans l'entreprise chargée de la construction de la batterie de Merville. Il accomplit, pour son frère Albert, ses premières missions de renseignement au sein du réseau Zéro France. En mai 1943, requis par le STO, il se réfugie dans la Creuse chez des amis en août. À 23 ans, il intègre le maquis de la Souterraine et rejoint une école clandestine des FTPF, destinée à former des chefs de maquis. En octobre, sous le pseudonyme de Léo, il devient chef du détachement Gardette à Clavieras. Son groupe réceptionne l'un des premiers parachutages d'armes destinés au FTPF de Dordogne et
s'illustre en détruisant des dizaines de locomotives, en s'inventant des voies ferrées, des dépôts de chemin de fer ou des usines réquisitionnées par l'occupant. Fin janvier 1944, il est nommé responsable militaire régional des FTPF pour toute la Dordogne. Le 22 février, il est arrêté à l'Esparat lors d'un contrôle de la Gestapo qui précède un convoi de SS, puis interné à la prison de Périgueux, d'où il est ensuite transféré, le 30 mars, au camp de Compiègne-Royalieu. Déporté le 6 avril 1944 vers Mauthausen, il est affecté au commando de Melka, sous le matricule KLM 62 761. Il y travaille à la construction d'une usine souterraine. Évacué au camp d'Ebensee, au Tyrol, il est libéré par les Américains le 5 mai 1945. Il revient en France avec 7 de ses camarades rescapés dans une voiture d'état-major dérobée à la Wehrmacht. Victor Laveille, dit Jojo, 1924-2002. En 1941, à 16 ans, Joseph Danlos, résistant à Merville, le fait entrer au sein du réseau Zéro France. En 1943, son ami Paul Marion le convainc d'intégrer avec 4 autres jeunes, dont René Tisselli, son réseau de FTPF en Dordogne. Il y rejoint le groupe Gardette sous le pseudonyme de Jojo. Sous les ordres du commandant Dutil, il prend part à de nombreuses actions de combat et de sabotage. Le 4 mars 1944, au lieu dit de Le Capelot, à Sainte-Marie de Chignac, son groupe monte une embuscade pour intercepter une voiture de miliciens et un convoi de déportés juifs. Mais alors que personne ne l'attend, un autre convoi de la division Bremer, unité spécialisée dans la lutte contre les maquis, se présente en provenance de Périgueux. Repérés, les FTPF ouvrent le feu tandis que les Allemands sautent des camions et entament leur chasse à l'homme. Victor est capturé et conduit à la prison de Périgueux pour y être interrogé et torturé, puis interné à Limoges, où il y retrouve Paul Marion, qu'il feint de ne pas connaître. Transféré au camp de Royalieu à Compiègne, il est déporté le 4 avril 1944 vers Mauthausen, où il reçoit le matricule KLM 62 661. Le 24 juillet 1944, Victor est affecté au commando d'Ebensee, où il creuse des tunnels pour les usines d'armement jusqu'à sa libération par les Américains le 6 mai 1945. Et enfin, René Tisselli, 1921-2020. Après l'appel du 18 juin 1940, elle retranscrit les informations transmises à la BBC et les diffuse sous forme de tract. En décembre 1943, Paul Marion la recrute. René est affecté au service des liaisons et renseignements. Parcourant la Dordogne à vélo, elle transmet des consignes verbales aux maquis. Le 21 février 1944, elle est arrêtée dans son appartement lors d'un échange de documents avec le responsable militaire interrégional. Après un violent interrogatoire, elle est incarcérée à la prison du Champ de Foire de Limoges, puis déportée le 18 avril à Ravensbrück, où elle reçoit le matricule 50817. Sous les coups et les injures, 12 heures par jour, les déportés doivent y assainir un marais à la pelle et la pioche. Le 4 juin, elle est transformée au commando de femmes de Losheim, où elle travaille pour l'usine de munitions Skoda. Le 3 mai 1945, le camp est libéré par des partisans tchèques et polonais, puis René est rapatrié le 20 mai par l'armée américaine. Et il y en a qui sont morts il n'y a pas très longtemps en fait. René en tout cas là, 2020. Ah ouais. Les autres c'était 2004-2002. Et après 1988. Bah, on va dire que c'est plutôt cool, parce que ça veut dire que du coup, ils sont pas morts en étant résistants. Ils sont pas morts à la guerre. Ils ont été libérés, ouais. Ils ont réussi à... Malgré qu'ils se soient fait prendre, ils ont marqué l'histoire et ils ont pu vivre après. C'est plutôt cool du coup qu'il y ait un square à leur nom. Parce que le square, je pense il date pas de... Peut-être pour ça qu'il y a 4 arbres au milieu. Qui représente peut-être leur... Peut-être, oui, t'as raison. Ouais, ça serait pas très étonnant qu'ils aient fait ça, effectivement. Ils sont peut-être plantés, ils ont peut-être été plantés à leur mort. Peut-être. Parce qu'ils ont différentes tailles en plus. Non, mais t'as peut-être raison, ouais. Je sais pas. Bon, il y en a un à part, là, le très grand, mais bon, sinon il y en a vraiment 4, ouais. Après, est-ce que le square avait déjà été fait avant leur, je suis pas sûr, avant leur mort, je ne sais pas, mais en tout cas c'est sympa. C'est sympa.
cette rue, avec toutes ces maisons, on va dire neuves, moi ça me fait penser à Montpellier, dans certains quartiers c'est comme ça. Faudrait qu'on y aille à Montpellier, je suis sûre que t'aimerais bien. Ah, peut-être. Il y a des chouettes coins là-bas. Il y a vraiment de très belles maisons par ici. Ouais. C'est carrément calme en plus. T'as la petite maison en bois qu'on a vue de l'autre côté tout à l'heure. Moi c'est exactement ça que ça me fait penser quand t'habites à la mer, justement. C'est une maison comme ça. Ouais. Et c'est étonnant de ces petites maisons, je me demande si c'est pas des logements sociaux. Ah, je sais pas. Je sais trop mal. Parce que, ou alors des logements un peu de. On dirait presque des logements de vacances aussi. Mais bon, ils ont quand même un garage et tout, donc Non mais il y a des voitures, Ouais. je pense que c'est habité. ça fait penser aux petites maisons, tu sais, vraiment de vacances. C'est pas très grand. Hein. Non, bah. Après ils ont un petit bout de jardin, ça c'est plutôt cool. Par contre, ouais, c'est effectivement, ils ont même un beau bout de jardin pour certains, ouais. Voilà, après je pense qu'ils ont d'un côté et de l'autre, je sais pas trop, mais c'est plutôt cool. Hein. Franchement. Ça j'aime Elle est bien. marrante cette petite maison. Ouais. Ça Elle j'aime est bien jolie, avec, ouais. avec les pierres comme ça. Ça j'aime bien. C'est mignon. Bah, ils ont fait la même à côté, avec des volets Ouais, ouais, c'est de vrai. couleurs différentes. D'ailleurs, c'est même pas séparé. C'est Tiens, un truc là. Ah oui, je me disais, ça sort un peu. Oui. elles sont très très marrantes les maisons ici. Il y en a Ouais. plein de différentes, de styles différents. C'est vrai aussi, c'est sympa. Bah, ça Ouais. fait plus normand, mais Et en plus, c'est une belle véranda. ouais. Et c'est pareil, c'est tout fermé. On dirait que Là, par contre, je pense que c'est. pour les vacances, résidence secondaire. Là, regarde encore une maison complètement différente. C'est pas divin. En tout cas, ça fait un quartier vraiment agréable par ici.
Faut passer à gauche. Ouais. Oh, jolie petite maison. C'est bien, il y a les oiseaux qui chantent. C'est cool. Elle est marrante aussi cette maison, toute rectangulaire. Ça fait un peu maison hantée quand même. Elle doit manquer de luminosité par contre. Les toutes petites fenêtres. Ouais. Clairement. Je suis un peu curieux de voir quand elle se regarde. C'était pas trop le truc des anciens ça. Hein. La luminosité, c'était pas vraiment le truc des anciens. Bah, il y avait un format de fenêtre en gros. Tu sais, c'était Ouais, pas. ouais, clairement. Ils se basaient sur. Quand tu parles, ils étaient tout le temps dehors. Ils s'en fichaient, Peut-être aussi, ouais. ils s'en fichaient de la luminosité. Ah, cette petite maison aussi là, elle a l'air. Voilà, ici. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est dommage, on la voit. Non, on ne pas tellement. Ça sent bon ici. Ça sent Ouais. très bon. Ce sont les potatoes, Ah non, je trouve. non. Non, ça sent un peu des herbes en fait. Ouais. Une Je pense odeur que c'est d'herbe. les pins. Ouais, ça doit être ces pins. Ouais. Il y en a plein. Ah, et par contre, avec tous les arbres, ben, il n'y a pas de. Qu'est-ce qu'il a lui? Ah, ils ont fait un bon feu de Mince. cheminée, ah, ils doivent être bien. Et c'est surtout pour ça en fait. Ah, et heureusement qu'ils ont la cheminée, hein, parce que. Ça sent d'ailleurs. Oui. On sent bien la fumée. Alors ici, c'est la partie la moins agréable, hein, puisque c'est la rue ultra passante de Varaville. Heureusement, ça dure pas très longtemps. Ils sont en train de faire des travaux.
Voilà, on a passé la... Après, on va être tranquille jusqu'au bout. Ils sont tous tranchés les arbres. Un peu bizarre. Ah, c'est peut-être le vent, je sais pas. Et c'est les pins principalement qui sont penchés de ce côté-là. Ils ont envie de s'échapper. Peut-être. Ils ont envie de partir de la mer. Ah, elle est mignonne ici, comme dans la maison, là. Ouais. Ah, pour le coup, c'est plus des maisons, je pense, typiques normandes. Ah, celle-là, elle est chouette. Elle était bien repeinte, bien refaite. Regarde, c'est beau. Ah oui. Elle est belle. Très beau. Puis alors là, t'as un soleil, t'as vu, qui donne direct dedans. Une belle baie vitrée. Oh, c'est chouette. Oh, regarde. Je sais pas ce que c'est. Hein. Tu vois si Ouais, c'est une maison, là. Bah j'en sais rien. Il y a des garages en bas. La bucarde. Ouais, c'est une maison. La forme encore un Ça peu particulière. Je sais pas trop ce que c'est, mais. Là, c'est un gîte celui-là. C'est un gîte? Ouais, c'est marqué en bas. Ah ouais, effectivement. Ah, c'est mignon aussi. C'est mignon. Du coup, on va encore longer la plage sur ce parcours-là. Ouais. Exactement. On arrive du coup au dernier poste de sauvetage qui a encore un nom en rapport avec, je te le donne en mille. Oui, c'est le bateau là. Enfin, Guillaume. De Guillaume, ouais. Ça parle encore plus ou moins de la même chose. Hein. Poste de secours numéro 2. Oui, ouais, effectivement, ça parle de la même chose. Ouais. Allez, il est court le texte. Allez. La flotte de plus d'un millier de grands navires, sans doute 2 ou 3 1000 embarcations en tout, est rassemblée à travers tout l'ancien estuaire de la Dive, qui forme une immense rade naturelle longue de 5 km et large de 3 km, entre Cabourg à l'ouest, Dives-sur-Mer à l'est, et Perrier-en-Auge et Varaville au sud. Des dizaines d'embarcations se sont alignées à Varaville, entre la vieille chaussée romaine et les dunes, sur les berges de la Dive et de la Divette. Et un petit chien qui passe. À cette époque, la mer entre profondément dans l'estuaire et baigne la chaussée à marée haute. Au sud s'étendent des marécages, la terre ferme ne dépasse pas en rive gauche le lieu dit la cour de la maison. Les dunes désertes sont accessibles à la marée basse et on circule en barque dans le marais de l'estuaire. Cet immense rassemblement prend fin le 12 septembre 66, peu avant l'aube, avec l'appareillage de la flotte pour Saint-Valery-sur-Somme. Le duc de Normandie se prépare ainsi à rentrer dans l'histoire. De nouveau, s'ensuit une longue attente de vent favorable. Le 28 septembre, Guillaume apprend le débarquement de son rival, le roi de Norvège, Harald Hardrada, en Yorkshire, au nord de l'Angleterre. Il décide de reprendre la mer en fin d'après-midi afin de profiter du fait que l'armée d'Harold Godwinson est aux prises avec les Norvégiens. Portée par le courant de Jusant, la flotte normande atteint enfin la baie de Pevensey dans le Sussex à l'aube de la Saint-Michel, le 29 septembre 66.
Guillaume et ses barons débarquent sans rencontrer de résistance et marchent vers l'armée d'Harold regroupée à Hastings. La bataille qui s'ensuit le 14 octobre le consacre vainqueur de l'une des plus audacieuses expéditions de l'histoire. Le 25 décembre 66, Guillaume de Normandie est sacré roi d'Angleterre dans l'abbaye de Westminster. Encore une fois, la balade elle se termine ici, donc c'est plutôt cool. Faut qu'on remonte du coup de ce côté-là. Là, on remonte par là un petit peu, enfin, on fait le long de la plage et puis à un moment donné, on bifurquera sur la droite. Il est beau celui-là. Ouais, il est plutôt cool. J'aimerais bien retrouver l'hiver poli.